Il y a des voix qu'on reconnaît tout de suite, pas par leur volume, mais par leur cohérence. Daniel Cueff, c'est un maire devenu symbole, un élu rural devenu lanceur d'alerte, un pédagogue devenu militant. Pendant 20 ans, à Langouette, une petite commune bretonne, il a expérimenté une autre façon de faire de la politique, avec du bio à la cantine, du solaire sur les toits et du courage dans les arrêtés. En 2019, il interdit les pesticides à moins de 150 mètres des habitations. L'État annule, l'opinion publique, elle, suit et le débat national est lancé. Mais Daniel QF, ce n'est pas que ce geste. C'est une méthode, une manière d'agir d'abord et de convaincre ensuite. C'est un amoureux de la Bretagne, un défenseur de la décentralisation, un homme qui croit au territoire comme levier de changement. Il parle d'écologie, de démocratie, d'autonomie, mais surtout d'engagement. Celui qui se vit au quotidien, les mains dans la terre, les yeux dans les conseils municipaux et régionaux et la voix tournée vers les générations à venir. Alors aujourd'hui, dans Nouveau Récit, on remonte le fil d'un parcours qui mêle conviction, conflit et transmission. Daniel QF est avec nous, je suis Fouad Souak et bienvenue dans Nouveau Récit. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit. Ouais, Nouveau récit, c'est vrai que le nouveau récit, on en parle de plus en Le plus. nouveau récit, c'est important pour le chemin qu'on a à faire. Ce nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. ils sont pas nouveaux ces récits. Récits. Bonjour Daniel, Bonjour. comment vas-tu? Mais bien, chaudement. Ah, il fait chaud. Hein. Il fait très chaud. Le fait de t'inviter, c'est un peu d'actualité du coup. Parce que je visualisais une carte qui montrait l'évolution des pics de chaleur depuis les années 40. Et on voyait que s'il existait des pics de chaleur à certaines périodes, eh bien en fait la concentration et la fréquence a considérablement augmenté. Et donc on peut plus, même s'il existe encore peut-être des climato-sceptiques, on peut plus nier aujourd'hui en fait l'impact de nos habitudes de consommation et de nos modes de vie sur le climat. Mais avant de commencer à rentrer dans ce sujet-là, moi, ce que je voudrais faire, c'est plutôt d'apprendre à te connaître et à savoir qui tu es. Et on va peut-être commencer par là où les choses ont pris racine. C'est ta Bretagne, c'est Saint-Paul-de-Léon. À quoi ressemblait Saint-Paul-de-Léon en 1955? C'est là que je suis né, effectivement. Je suis né dans un chou-fleur, donc c'est ce qu'on m'a Ah oui. expliqué pendant longtemps. Et c'est une histoire familiale. Hein. Mon grand-père paternel, pardon, était Johnny. Euh, donc il livrait des oignons à Guernesey. Je l'ai pas connu. Mon père l'a pas connu non plus, il est mort en mer lors d'un voyage où il allait livrer des oignons justement à Guernesey. Et donc, cette histoire familiale est importante parce que mon père, qui avait 1 an, 1 mois quand son père est décédé, est une famille très nombreuse, très pauvre, où il y avait aucune possibilité de faire autre chose que des oignons ou de travailler dans les choux-fleurs ou de travailler dans la fabrication des cajots, etc. Hmm. Et mon père a été le premier à passer un diplôme, en fait, parce qu'il s'engage dans la marine nationale et il devient infirmier. C'était le premier de la famille à avoir un diplôme. Ah ouais. Et ce père infirmier nous a amenés, comme tous les militaires, à aller 2 ans ici, 2 ans là. Mes sœurs sont nées à Marrakech, par exemple. Hmm. Et j'étais au tremblement de terre d'Agadir en 162 et donc grosse catastrophe, beaucoup de morts et toute la communauté française a été rapatriée par cargo et je me suis retrouvé donc à 5 ans à Saint-Paul-de-Léon à nouveau, où ma grand-mère était venue me chercher et je me suis retrouvé à l'école Saint-Ursule de Saint-Paul-de-Léon. Donc ma grand-mère était de Saint-Paul-de-Léon et j'ai passé beaucoup de vacances dans cette ville, qui est vraiment une ville pour moi de grand attachement. Et mes 2 grands-parents, enfin mon grand-père maternel et ma
grand-mère maternelle sont enterrés à Saint-Paul-de-Léon. Mmh. Donc, ce que tu nous expliques quand même, c'est qu'il y a déjà une figure paternelle, forte, que par la force des choses, tu es retourné à Saint-Paul-des-Léons. Est-ce qu'il y avait, une autre figure ou d'autres figures qui, ont nourri ton parcours? Bah, disons que quand on est petit et que l'on change de ville tous les 2 ans, de pays Mmh. tous les 2 ans, du fait de la fonction, vous avez un regard sur le monde qui est quand même, un peu distancié. Parce que d'abord, vous avez un peu de mal à vous attacher à des copains et des copines puisque vous les quittez à un moment donné ou à un autre et puis vous vous retrouvez devant d'autres univers, d'autres façons de voir, d'autres façons de penser. Ça, c'est une ouverture, très considérable sur le monde qui permet d'avoir une sorte de 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 passion, pour la différence, pour, Mmh. l'autre, pour, la connaissance de l'autre, parce qu'à chaque fois que je me déplaçais ou que j'étais dans une autre ville, il fallait que je fasse, l'effort, Tu de t'adaptes. l'autre, et Ouais. donc ça, c'est un élément, extrêmement important qui a fondé ma culture. Mais quand je regarde du côté de mon grand-père, paternel, lui aussi, lui, il était de Guissény et alors lui, je l'ai connu par contre, c'était un magnifique grand-père, mais il avait été, il s'était pris de passion pour une jeune femme, de Plouguerneau et sa famille ne supportait pas, cela et donc le voilà obligé, de quitter la ferme et de s'engager dans la coloniale. Mmh. Et il ne parlait pas un mot de m'a-t-on dit, il ne parlait pas un mot de français ou très difficilement. Il parlait breton et très difficilement français et il a été, en captivité presque tout de suite pendant 9 ans et il a appris le français avec ses compagnons d'infortune, en captivité, en fait. Mmh. Et quand il est revenu à Saint-Paul-de-Léon, ma mère, avait, 10 ans. OK. Il est resté 9 ans, donc ça marque aussi Ouais. ces choses-là et ma mère m'a toujours expliqué que, elle était aussi souvent mise devant, tout le monde au catéchisme parce qu'une arrière-tante, hein, donc était une sœur de sa grand-mère, était sœur Marie-Thérèse de l'Enfant Jésus qui, a été fondatrice, en Afrique des lépreuries Mmh. et elle a dirigé ça, heu à partir de l'Algérie, je crois, donc il y a aussi cet imaginaire-là, si vous voulez, que j'ai retrouvé d'ailleurs en allant faire une campagne électorale, à Plouguerneau, au Guissény, où j'explique ça et on me dit: «Mais comment ça se fait que tu n'étais pas là?» parce que nous avons fêté cette, sœur Marie-Thérèse de l'Enfant Ah ouais. Jésus, sœur Mmh. Jeanne Ramonet, il y a un livre sur elle et on a transporté, ses cendres à comment? Au Vatican, Ouais. parce qu'elle est bien heureuse et cetera, elle a vocation à devenir sainte et cetera. Alors moi, j'ai loupé OK. complètement cet événement, qui est intéressant, mais qui m'a Ouais. marqué quand j'étais enfant aussi, de ces perspectives un peu de l'étranger, de l'autre, Mmh. de la solidarité aussi, je disais que quand vous avez un père qui est infirmier, qui reste au tremblement de terre d'Agadir, qui revient pas pendant 4 mois, sauf qu'il revient quand même dans un état difficile, hein, parce Mmh. que ça a été des amputations sur amputations, qu'il a fait, ça a été 20 000 morts, hein, donc on ne sort pas indemne de ça. C'est un traumatisme pour la famille aussi, pour ma mère en particulier, mes deux sœurs rapatriées d'urgence, toutes bébés. Donc, vous voyez, tout ça, ça vous donne à la fois une perspective de compréhension de l'autre, l'envie de Mmh. comprendre l'autre, et puis une inquiétude aussi. C'est pas une sécurité, tout ça. Ouais. C'est ce monde qui tremble, ce monde qui crée des morts. C'est pas évident. Mais ce monde qui tremble, il est aussi très figuratif. Parce qu'actuellement, on voit le monde
être secoué, par des événements, terribles, hein. On parle évidemment des guerres en Ukraine, Palestine, à Gaza, en Iran, ailleurs, parce qu'il faut aussi penser, à l'Inde, et au Pakistan. Penses-tu qu'on serait, sur un monde, plus stable si, d'aventure, chacun d'entre nous, était doté de cette expérience à, mieux connaître l'autre, à voyager et à, sortir de son, giron, familial, local? Comment penses-tu, en fait, que l'humanité puisse se construire, heu, autrement qu'en voyageant, tel que tes parents et C'est toi-même l'ont fait? oui, c'est extrêmement difficile parce que vous vous heurtez à des conceptions, qui sont, radicalement opposées, quoi et ça, c'est aussi, extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, un enfant iranien, par exemple, de 12 ans, heu, qu'a-t-il à voir, avec un enfant de 12 ans de Langouette ou de Mmh. Rennes? Mmh. Oui, ils ont pourtant tous les 2 12 ans, mais leur vision du monde, leur expérience de la vie, les forge et cette expérience de la vie, si elle est pas positive, si elle est, revancharde, si elle est, je dirais, activée par, des propos de haine, des propos de haine religieuse, de haine, ethnique et cetera, ça prend, Mmh. ça prend et là, vous vous retrouvez, avec des chocs, dont profitent beaucoup, les va-t-en-guerre. Mmh. Donc, et les créateurs de conflits, parce que, l'individu, qui a été humilié, qui a été, empêché d'eux, et qui se retrouve face à un discours où on lui dit, «Ça va pas se passer comme ça, et on va, te défendre et te sauver» et cetera, y compris, des fois de façon absolument terrible jusqu'à des attentats, jusqu'à des Mmh. enfin, c'est l'être humain est complexe et c'est cette vie, qui gagne justement à aller voir l'autre. Parce qu'on voit bien que les radicalités viennent toujours sur l'absence de rapport à l'autre ou Mmh. d'empathie, hein et donc l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui est quasiment politique pour moi, hein, c'est Ouais. Bon, là, je pense que, il faut le voir parfois de manière macro pour, le comprendre au plus près de nous. Parce que, plus les écarts sont grands et plus on arrive à se figurer ces difficultés. Si on revient au niveau territorial et on va dire, national, on comprend aussi parfois les difficultés à se comprendre entre des personnes qui vivent en métropole, un enfant de 12 ans ou de 14, qui vit à Rennes ou à Paris ou à Bordeaux et puis, un autre enfant, de 12 ou 14 ans, qui vit à Languette, Merdrignac ou, une autre commune, en ruralité, tu vois? oui et on a, cette tendance, politique, à, annuler la différence de l'autre. Mmh. Un À quartier l'annu comme un à quart l Annuler ou à la nier? à la nier Mmh? et à l'annuler aussi, c'est-à-dire, à tout faire pour que cela n'existe pas. Je prends un exemple souvent qui est celui du quartier de Maurepas. De Mmh. mémoire, je crois qu'il y a 29 langues de parler. Heu, vous vous rendez compte de la richesse que c'est? Mmh. D'ailleurs, Yvon Lemaine en a fait un bouquin, Mmh. ça s'appelait Tour de Babel, je crois. J'avais été voir le spectacle. Un C'est grand poète costarmoricain, Yvon Lemaire. Costa-Ricain, et c'est extraordinaire. Il a habité le quartier pendant plusieurs mois et il a enregistré, il a vu ces nationalités. Donc c'est des forces, si vous voulez. Aujourd'hui, si vous dites à l'État: «Il faudrait que ces nationalités, ces enfants turcs puissent parler le turc», c'est leur langue maternelle, paternelle, donc c'est une extraordinaire. Mmh. Non, on va, tout faire pour que cette langue ne soit pas parlée parce que ça met en danger la République, ça met en danger le français, ça, et déjà, on n'arrive même pas à être autorisé à parler breton ou à réapprendre breton. Absolument. Donc, c'est quelque chose d'absolument épouvantable et la seule école que j'ai vue, dans ma carrière, c'est l'école, de Vitruve dans le 20e arrondissement de Paris Mmh. où, vraiment un échec scolaire important, les instituts n'y arrivent pas, c'est une école publique, hein, qui est là, école primaire
Et puis, il y a un événement qui se passe il y a plus de 40 ans de ça, où l'inspecteur qui dit bon, on n'y arrive pas et qui se retrouve face à des propositions d'enseignants de pédagogie alternative un peu. D'accord. Et puis l'inspecteur, qui a, je sais pas qui il est, mais enfin, en tout cas, il a une intuition incroyable. Il dit: «Ben, allez-y», et il libère la pédagogie, il libère les instituts et les instituts se trouvent donc face à une communauté importante, de portugaises à l'époque, hein, c'était il y a plusieurs années de ça, ou des enfants qui arrivent, qui parlent pas un mot de français, dans des familles qui parlent pas un mot de français et les instituts ont une intuition extraordinaire. C'est-à-dire, ils disent à ces enfants-là: «Vous allez nous apprendre le portugais». OK. Donc ils inversent, Ils inversent, le mais rôle. pour apprendre, pour que les enfants apprennent à leur prof le portugais, il faut qu'ils parlent français, tôt Ouais, ou tard, si vous voulez. C'est tellement évident ouais. et donc au lieu de lutter contre une culture, on la met, si vous voulez, au centre de l'enfant parce que c'est enraciné, c'est incorporé, c'est quelque chose, comme dirait Pierre Bourdieu, quelque chose qui lui est, intrinsèque, comme le nez au milieu de la figure. C'est vraiment quelque chose de profond. Donc on peut pas enlever, comme ça fait corps, hein, voilà. Mmh. La langue fait corps, le langage fait corps. Donc à partir du moment où le langage est la personne, il faut absolument pas nier cette langue et je trouve que c'est très difficile, pour des enfants, qui sont, étrangers, ou d'origine étrangère, de leur dire: Cette langue maternelle, il faut pas la parler, quoi, il faut y renoncer», Mmh. alors que c'est une chance puisque notre République pourrait s'enorgueillir de parler à peu près toutes les langues et d'avoir cette, compétence, Ouais. voilà, de mettre au centre de l'humain cette compétence linguistique, quoi. Alors tu dis quelque chose de très intéressant, tu l'as évoqué. D'abord, les langues régionales sont une exception, et ont été pendant longtemps menacées parce que la République française, pour faire corps, effectivement, les interdisait et la Bretagne est bien connue pour le savoir. Et ensuite, il y a moi, je pense à 2 choses, c'est, peut-être des choses que l'on confond. La première, c'est, parmi, les plus conservateurs, il faut probablement être davantage assimilé qu'intégré et que cette assimilation-là passe par l'intégration de l'assimilation de valeurs et de cette langue commune et c'était, je crois, Bruno Le Maire qui disait que, c'est la langue qui fait culture, c'est la langue qui fait, heu, cohésion. Qu'est-ce que tu penses de cela et comment penses-tu aujourd'hui que, hem, on pourrait permettre de nouveaux modèles pédagogiques? Tu as commencé à l'évoquer, mais de meilleures perspectives futures pour celles et ceux qui justement, bah, ne maîtrisent pas la langue, aussi en partie parce que des parents dans les quartiers, défavorisés ne maîtrisent, eux-mêmes pas les langues. Et comment faire corps avec un ensemble aussi large, parfois même un peu impalpable, qui est la République française, pour créer encore une fois un peu plus de cohésion, nationale, sociale, éducative et au final humaine. Oui, on a, tenté plusieurs politiques. On a, tenté des politiques, par exemple, de mixité sociale, qui était une invention, qui pouvait paraître séduisant, c'est-à-dire on mettait des gens un peu différents, et on centrait pas les gens, tous les gens de même, origine dans le même quartier ou dans la même zone. Mais ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que en fait, les gens, vous, moi, vous souhaitez, vous aspirez, à habiter, avec des voisins qui vous ressemblent un petit peu, vous voyez? Et quand on a fait des politiques comme ça de d'éparpillement un peu des gens dits défavorisés, on les a isolés. Ils étaient malheureux comme la pierre parce qu'ils avaient personne à qui parler et puis moi, j'ai vu de mes yeux vus, des parents, dire: «Non, tu vas pas aller jouer avec ces enfants-là parce qu'ils sont Mmh. pas de notre monde». Oui. Donc cette altérité, elle se résout pas politiquement, sauf peut-être à se dire que il est normal
que les gens veuillent habiter à côté de gens qui leur ressemblent un peu, parce qu'ils veulent causer à des voisins, ils veulent parler à des voisins de la même langue, ils veulent manger la même chose, etc. Vous voyez, Mmh. c'est normal. Ça n'est pas du communautarisme. Et c'est ça On a qu'on du mal à qu'on a du mal mmh. à. Et par contre, effectivement, là où c'est anormal, c'est que des conditions de vie qui sont faites à certaines populations sont anormalement difficiles. Et ça, c'est toute une politique qui doit être menée, qui est combattue aujourd'hui, hein, par le Rassemblement national en particulier, qui veut pas entendre parler de politique de la ville, qui veut pas entendre parler d'urbanisation différenciée. Enfin, donc ça, c'est une difficulté aujourd'hui. Mais on a trop le discours politique, y compris de ce qu'on appelle l'hypercentre, hein, c'est-à-dire cet hypercentre politique qui parle assez facilement quand même d'assistanat, de triche au niveau social, de fainéantise, d'excès sur les... Enfin, qui parle un peu de tout ça pour faire rentrer dans le rang, vous voyez, et puis surtout ramener l'individu comme étant responsable à 100% de sa propre vie, hein. Mmh. Alors qu'en définitive, on est interdépendant et on est très, très dépendant de son histoire. Ouais. On va y revenir, Daniel, parce que, j'aimerais qu'on reste un petit peu focus, sur ton parcours. On y a touché du doigt. Tu as parlé de pédagogie, d'éducation et tu es, diplômé en sciences de l'éducation. C'est quelque chose donc qui te nourrit depuis longtemps. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a attiré déjà dedans? Les raisons pour laquelle, tu as fait un pas et que tu as voulu exercer des métiers dans ce domaine-là et que tu définisses aussi, les enjeux de l'éducation populaire et du rôle que ça a eu d'abord chez toi. Alors c'est comme beaucoup de pédagogues, on démarre parce qu'on est jeune, qu'on veut faire des colonies de vacances, c'est tout bête. On fait un stage, c'est tout bête. Mmh. Et j'ai été le plus jeune directeur de centre de vacances de France, tout simplement parce que j'ai eu mon diplôme le jour de mon anniversaire. Donc on ne pouvait pas trouver Plus jeune. plus jeune. Donc j'en suis sûr de ce coup-là. Et donc j'arrive avec une petite expérience de colonie de vacances, avec des méthodes relativement directives, je dirais. Vous voyez, des grands jeux, tous ces classiques un peu des colonies de vacances qui à l'époque duraient plutôt un mois que 3 jours, hein, Mmh. comme maintenant. Et je fais un stage de direction, et là je tombe sur un pédagogue qui renverse complètement, qui met à plat tout ce que l'on pouvait penser comme certitude à l'époque sur le plan pédagogique. Mmh mh. Et, il m'amène en fait à considérer que, comment dirais-je, à considérer comme Jean-Jacques Rousseau en fait, comme étant le pédagogue novateur premier, qui dit l'enfant est naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. Mmh. Et en disant l'enfant, il faut essayer de faire en sorte que l'enfant, on retrouve cette bonté naturelle qui est aujourd'hui attaquée, gangrénée par la société. Donc Mmh. il faut faire en sorte que l'enfant ne soit le moins en contact possible avec la société. Donc c'était l'enfant sauvage de Jean-Jacques Rousseau, c'était voilà. Et Jean-Jacques Rousseau s'opposait évidemment presque mot à mot à la théorie des jésuites de l'époque, qui était de dire l'enfant naît du péché d'Adam et Ève, naît de la faute originelle, est tenté par le désir, il se laissera tenter par le diable, et il faut absolument le contrarier, tous ces désirs malsains au profit d'une société qui, elle, est vertueuse. Mmh. Et donc, il m'apprend ça et moi je découvre, je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Et puis il aborde les pédagogies non directives, donc Libre aux enfants de Summerhill, et cetera. Et moi, bon, je rentre là-dedans, ça me cause cette Mmh. non-directivité, et je mets en place des centres de vacances, libres aux enfants de Maman Baden, où on fait des pédagogies non directives, je dirais même libertaires. Et ces pédagogies, nous ont appris à des choses extraordinaires, notamment sur la mode d'organisation. Rendez-vous compte que les enfants de mon centre de vacances sortent seuls du centre de vacances. Ah ouais? Ouais.
et on s'est jamais Ah et oui? on était dans la parfaite légalité, on ne s'est jamais fait rattraper par la patrouille, Mmh. mais Jamais eu de drame, non, ah bah, non, non, c'était organisé. Ouais. C'était pas on faisait pas ça le premier jour. On faisait en sorte que les enfants connaissent le lieu dans lequel ils se trouvent. Mmh. On avait un système pour savoir où étaient les enfants, mais les animateurs allaient où étaient les enfants et non pas, Mmh. les enfants allaient où était l'animateur. Donc bref, on a mis en place on a inventé un certain nombre de méthodologies. Puis, je m'intéresse à ça et je deviens un fort militant des pédagogies non directives, pédagogie libertaire, on va dire même, jusqu'au jour où je rentre à l'IUT Carrière sociale, heu et là, je rencontre un autre professeur, Jean-Claude Doucet, qui me dit, «Mais, ces 2 pédagogies, pédagogie nouvelle ou pédagogie, traditionnelle, ce sont 2 pédagogies, en fait, conservatrices parce que toutes les 2 partent d'un imaginaire de l'enfant, d'une philosophie de l'enfant et non pas d'une réalité de l'enfant». Mmh. Alors ça nous Ça te bouleverse, bouleverse un on peu, lutte ouais. contre notre prof, bon, à l'époque, les carrières sociales, c'était quand même, des assemblées générales permanentes, hein, Mmh. et il vient dans mon centre de vacances, pendant l'été, faire une étude, heu, dans lequel, il démontre de façon très, très forte que, en définitive, les enfants, dans le centre de vacances, qu'on laisse libre de faire ce qu'ils veulent, reproduisent en fait ce qu'ils vivent dans leur quartier, OK. y compris les relations entre eux, le rapport de force, y compris les rapports garçon-fille, Mmh. et que là, en fait, notre soi-disant pédagogie de liberté, elle ne fait que reproduire. OK. euh, Ouais. Ce qu'ils connaissent alors, déjà par ailleurs. ce qui n'est peut-être pas rien. Et est-ce que tu t'étais aperçu de cela avant qu'on te le dise? Est-ce que tu avais un sentiment ou une intuition sur le sujet ou? Oui, on avait par exemple des enfants si vous voulez, donc nous on souhaitait quand même qu'ils aillent beaucoup à la plage, se baigner, et cetera. Puis on avait des enfants qui annonçaient qu'ils allaient se baigner parce qu'on voulait savoir où ils étaient, évidemment, hein. Et puis qui, hop, en douce, allaient dans les dortoirs s'enfermer et jouer aux cartes. Mmh. Vous voyez? Donc, Mmh. reproduire, ou le ballon, par exemple. Vous voyez Et quelles le étaient les conséquences par rapport à ça? Ben, le fait qu'ils n'étaient pas en relation avec l'environnement, Ouais. ils reproduisaient les mêmes choses que ce qui était dans le quartier, donc ça servait à rien d'aller en vacances. Mmh. Ils ne prenaient pas la mesure, de ce que ce pouvait être, de rencontrer des pêcheurs, d'aller à la pêche à pied, de se baigner, donc d'avoir des sensations différentes, chaud, froid, et cetera, Ouais. qui forment aussi un enfant, quoi. On reste dans le même, quoi. Et heu et c'est pareil, vous dans un centre de vacances, vous supprimez le ballon, vous avez des petits garçons qui savent plus quoi faire. Ah ouais. Savent Ah plus maintenant quoi c'est les faire. smartphones. Oui, ils savent plus quoi faire. Et oui, maintenant c'est les smartphones. Et donc si vous voulez, c'est qu'il faut pour le coup, on se met à réfléchir à une autre pédagogie qu'on a Mmh. appelée pédagogie sociale. C'est-à-dire de dire: «L'enfant est un être social, construit par la vie qu'il a». Et la pédagogie doit s'appuyer sur cette vie-là, pour dire d'une part que la vie de l'enfant est importante, c'est-à-dire c'est sa vie, c'est lui, c'est sa langue, c'est sa façon de parler, et cetera, donc c'est précieux. Mais on va essayer de le former à la société en allant visiter la société. Mmh. Et là, j'ai monté donc, à Brest, les groupes de pédagogie d'animation sociale, qui a, où il y en a un à Maurepas, un sur la communauté de communes du Val-d'Île, un autre en Pologne. Et donc, ces groupes de pédagogie ont eu, l'intuition, parce qu'on tâtonnait beaucoup, que la pédagogie devait toujours être hors les murs. Ça devient tendance ces temps-ci, hors Mmh. les murs. Mmh. Et donc nous n'avions pas de locaux. Et nous avions des déclarations de centres de loisirs, centres de vacances sans locaux. Alors hier, chaque année d'ailleurs, on nous demandait le tampon des pompiers pour avoir l'autorisation et Pour l'agrément, l'ouvrir, donc on ouais. l'avait pas évidemment. Alors chaque fois, il fallait expliquer, chaque fois, il fallait avoir le soutien de l'inspecteur qu'on avait, du Finistère en particulier, pour dire voilà, c'est. Et donc les enfants partent dans la ville, reconnaissent la ville, et les activités sont toutes liées à ce qui se passe dans la ville. Donc j'ai fait ici à Rennes des choses extraordinaires, par exemple, se pointer
avec toujours 2, 3 gosses, hein, pas plus, hein, parce que sinon ça se fait des trucs de groupe, mais se pointer en disant, «On va aller à l'opéra, mais pendant les répétitions». Mmh. Jamais personne ne Ah. nous a virés. Jamais personne nous a virés. Les enfants s'assiedent, Mmh. écoutent, se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Vous voyez? C'est une émotion, on ne met pas en cause sa vie en Mmh. disant: «Il faut que tu vives autrement, il faut que tu travailles autrement, il faut que tu penses autrement». Tu l'ouvres au monde, en fait. Mais, ta vie n'est pas toute la vie, Mmh. et il y a d'autres vies, et on va aller voir ça. Alors généralement, moi je suis allé avec des enfants polonais des rues, au festival Mozart, je veux dire, on tient 20 minutes, mais ces 20 minutes, c'est très précieux. Ouais. Et quand vous avez des études qui sont faites plusieurs années après, où on retrouve les enfants et où on sait où ils ont été, donc ils ont 24, 25 ans quand on les interviewe, ils se rappellent de ces moments Mmh. qu'ils n'ont pas vécu comme des moments agréables, Mmh. mais dont ils ont une Les précision fondateurs. importante. Ah oui. Oui, Ouais. oui, parce que ça les a fait grandir, en fait. Le fait d'aller voir l'autre, Mmh. comment l'autre vit, comment il pense, comment il et ça, c'est quelque chose, qui est un enjeu pédagogique, énorme, et je suis assez proche, pour le coup, de Illich sur, son ouvrage qu'il a écrit, The Descolaring Society, qui a été mal traduit, c'était traduit comme Société sans école. Mmh. Mais en fait, lui, ce qu'il souhaite, c'est que, en fait, entre l'enfant, l'adulte et l'environnement, il y ait le moins de PowerPoint possible, le moins d'explications possibles, D'intermédiaire ou de d'intermédiaires possibles. ouais. Et ça, c'est un enjeu tout à fait considérable. Quand vous allez avec des enfants, dans une ferme, que vous avez le malheur de prévenir, le paysan, Mmh. en disant: «On arrive avec un groupe d'enfants». Le paysan, à tous les coups, ça marche, va se sentir obligé de faire l'école, en fait. Il va asseoir les enfants sur des bottes de paille et il va leur sortir des panneaux qu'il a avec sa coopérative sur le circuit du lait, et les enfants vont être là et écouter ça. Si vous Ça va arrivez être à chiant, quoi. l'improviste, bah, oui, c'est l'école à la ferme. Mais si vous arrivez à l'improviste avec tout petit groupe d'enfants, Ouais. vous passez par là, jamais, on est chassé. Mmh. Le paysan va dire: «Mais venez Ah donc, oui. rentrez, venez voir, et cetera». Mais il n'a pas préparé, il n'a pas de discours, Ouais. préétabli. Il n'a pas Ouais. Il est lui, il se sent ouais. pas, Ouais. puis en plus, il est en train de faire des choses. Donc il faut voilà, qu'il bosse, et donc ça change tout, ce Mmh. rapport, à la société telle qu'elle est, quoi. Pourquoi on a arrêté d'être des enfants? Je pense qu'il est prudent d'arrêter d'être des enfants en soi quand même, mais je pense que que aucun enfant ne veut rester petit, Ouais, c'est vrai. et donc c'est une chance que les enfants veuillent devenir grands, et devenir grand, c'est, voilà, qu'est-ce que je fais comme métier? Quelle va être ma vie? Et Mmh. cetera. Donc Ciel il faut fibre, qu'il hein. y ait, Mmh. que l'enfant puisse avoir des perspectives, et le plus important, c'est de montrer que ces perspectives existent et elles sont pas forcément toujours là où il est, mais Mmh. ça peut être ailleurs, Mmh. mais le fait de vouloir devenir grand, c'est un atout, très important. Quand un enfant veut rester petit, bébé, c'est une pathologie, C'est important, oui. donc Bah, pour les adultes aussi, hein, mais c'est dans les bah, il faut aider petits-enfants, l'enfant à devenir mmh. grand, c'est-à-dire à comprendre la société dans laquelle il est, qui est complexe, et puis c'est aussi une façon que l'enfant comprenne que les choses sont pas aussi simples que ce qu'on peut lui raconter, qu'il va falloir qu'il aille voir par lui-même, que les discours pré-mâchés sur telle et telle chose, voilà, ça va le mettre dans une perspective. Je crois que c'est la pédagogie sociale n'a que cette perspective-là en fait, que l'enfant devienne grand et qu'il développe son esprit critique. Il y a Mmh. pas d'autre, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On va revenir sur les questions d'éducation et on va continuer, sur, ton parcours. Moi, en Bretagne, il y a plusieurs endroits que j'adore. Heu, les Cap d'Erquier et Cap Fréhel, sur la côte nord, hein, on sait, c'est probablement l'une des plus belles de Bretagne. On n'oublie pas notre Finistère avec, le Cap Sizun, la pointe du Raz, avec un endroit magnifique aussi avec, Audierne et Plogoff, et je crois que Plogoff, c'est quelque chose qui a été un marquant, voire un déterminant dans ton parcours politique et ton engagement en faveur du climat et de l'environnement.
Tu peux nous en parler un peu? Oui, j'étais donc lycéen au lycée de l'Elorn à Landerneau. Mais à l'époque, vous savez, on avait inventé l'autodiscipline. Il y avait les présidents des élèves. Et moi, j'ai été président des élèves. Mmh. Voilà. Mais très turbulent. Et ce qui fait que la directrice n'a pas, la proviseure de l'époque, je me rappelle, elle était corse même, n'a pas voulu ma réinscription. Ah, Et mes parents ont été obligés de m'inscrire ailleurs. Et donc, je me suis retrouvé au lycée Briseux à Quimper. OK. C'est un lycée intéressant d'ailleurs, puisque nous étions 5 garçons et 200 filles, je crois. Donc Très c'était la intéressant. première fois que ça s'ouvrait à la mixité. Donc c'était et il y a Plogoff et des manifestations Ah, il se passe quoi déjà à Plogoff? et ben, il se passe beaucoup de choses à Quimper même, Mmh. puisqu'il y a souvent des procès, il y a des manifestations. Et je commence, donc je vais à Plogoff évidemment, et je m'aperçois de cette lutte. Je m'aperçois là encore, une fois de plus, de la brutalité de l'État qui impose quelque chose contre la vie des gens. Et surtout, je m'aperçois d'une arrivée d'une jeunesse Mmh. européenne, écolo, que je ne connaissais pas. Je ne savais pas l'existence. Il y avait beaucoup de Belges, beaucoup de Hollandais, beaucoup d'Allemands. Tous ces gens débarquent à Plogoff pour soutenir un village dans sa lutte. Alors, Mmh. c'était très folklorique parce que vous aviez tous ces écolos jeunes Ouais. européens, tout nus sur la baie des Trépassés, et puis les gens du village qui regardaient ça en se disant, mais C'est tout ça fou. fonctionnait avec une magie. Mmh. Et Juste pour recontextualiser, peut-être que tu vas le faire, mais on est après le crack pétrolier mm, du milieu des années 70. Il faut réorienter la politique énergétique du pays. Donc on développe, c'était sous Giscard, mm, on développe un plan nucléaire avec en projet une centrale nucléaire dans le sud Finistère à Plogoff. Plogoff, oui. Et un village qui se mobilise, mais le village se serait mobilisé contre tout seul. Je pense que c'est cette jeunesse qui vient de partout, Hmm. qui est européenne, parce que c'est étonnant, vous voyez, quand vous avez 19 ans, 20 ans, que vous apercevez que de gens qui parlent même pas votre langue, qui 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 ne sont pas de là, partagent un certain nombre d'idées Hmm. quant à l'écologie, à l'environnement, voilà. Et donc c'est intéressant j'ai pris conscience de l'importance européenne à ce moment-là. Ah oui. Ouais, Ouais. je savais pas, j'avais pas cette imaginaire-là suffisant. Et donc, bon, je peux pas dire que je m'investisse vraiment dans la lutte, mais parce que j'étais un peu jeune, mais je suis ça de très près. Hmm. Je suis émerveillé par l'attitude des femmes Hmm. dans la lutte. C'est incroyable. Incroyable comment elles ont été d'une efficacité et puis d'une méchanceté vis-à-vis des forces de l'ordre. Incroyable. Oh, d'une cruauté. D'une cruauté, mais sans limite, avec enfin, et c'était assez étonnant. Hmm. Et Oui, parce que la particularité, c'est que on parle des femmes de Plogoff, hein, des femmes de marins. Marins, eux, ils étaient en mer. Donc la lutte est passée finalement par l'engagement de ces femmes, oui, en partie. c'était elle qui donnait le ton, voilà, hein. Il Ouais. y avait pas intérêt de revenir à la maison, si on avait, des doutes, enfin, je me souviendrai très bien le maire de Plogoff, Jean-Marie, je sais plus J'ai son pas le nom, nom. Kerlock, qui rentre au tribunal parce il est, convoqué par le tribunal de Quimper. Et il y a toutes ces femmes qui sont là. Et puis lui, il rentre, encadré, tout ça. Et il dit, t'as intérêt d'être, tu as intérêt d'être bon, hein, parce que c'est pas Jean-Marie, c'est pas la peine de revenir à la maison. Et il se fait charrier, le pauvre. On dit, t'as effectivement pas intérêt de déconner, quoi. Et donc c'était très, très, très particulier. Il y a un truc qui est marrant avec Plogoff, c'est que
Et tu m'arrêtes si je me trompe, si l'analogie n'est pas bonne, mais je pense que s'y cache un peu de pertinence tout de même. Heu, D'abord, Plogoff, c'était une décision des élus locaux, en fait. C'était soutenu par les élus locaux. Après, Mitterrand y a mis fin, lorsqu'il a 80. remporté 80. Il a dit: «Pas de centrale nucléaire à Plogoff». Bon. En Bretagne, récemment, on a, un autre sujet. C'était Notre-Dame-des-Landes, soutenu par les élus et des communautés, qui ont décidé de s'engager, contre ce projet. Heu, on a fait bis repetita. On a et peut-être même que l'A69, est ce qui se passe dans le sud de la France, ou 68, on en est encore là. Alors, je voulais en parler un peu plus tard, mais sur les sujets de concertation, sur les sujets de connexion, sur les sujets de démocratie représentative ou participative, heu, finalement, sur ces grands projets structurants, on n'y est pas. Alors, on n'y est pas. Moi, je me suis beaucoup investi contre Notre-Dame-des-Landes. Ouais, J'ai même produit un film qui a été fait par certains de mes collaborateurs de l'époque, Christophe Cargosien et Pierrick Morin, qui ont fait le film. Et moi, je l'ai financé. mmh, Nous, on a diffusé 50 000 DVD, hein, parce que c'était sous forme de DVD à l'époque, qui ont été tous vendus au profit de 100% au ah oui, profit de la lutte. OK. Donc, évidemment, je connais l'importance de la mobilisation et là, aujourd'hui, je suis face à une interrogation personnelle, c'est, le déploiement des énergies marines renouvelables, Mmh, offshore, mmh, éolien offshore, qui est là aussi un projet de l'État en région, mmh, mais auquel j'adhère. OK. Auquel j'adhère, non seulement j'adhère, mais j'y passe beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'énergie Mmh. dans les Tu as eu négociations. des mots difficiles, hein, Très, 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 très difficiles. On t'en a un petit peu voulu. oui, T'assumes toujours? de Bah, notamment, en fait, sur les ONG un peu terroristes, sur les sujets d'éolien en mer. L'article dans Bloom, qui t'a pas ménagé, alors c'était pas sur les éoliennes, hein, c'était sur c'était sur quoi? les questions de la pêche, Ah oui, les questions de la pêche, pardon. les questions de la Autant pour pêche, moi, ouais. et donc qui effectivement, alors c'était une intervention dans une table ronde, dans lequel il y avait des ONG présentes, notamment France Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux, et pendant les assises de la mer, les Mmh, ONG en prenaient plein la tronche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a quelqu'un que je les connais tous, d'une ONG, qui vient me dire, mais c'est quand même dommage que, enfin, on n'est pas dans comme ces ONG dont on parle, etc. Et il faudrait que tu dises quelque chose quand même, toi qui es écolo et toi qui mmh. sais le travail qu'on fait, etc. Donc, avant de monter sur la table ronde, j'avais cette espèce d'injonction. Non, on t'a un peu poussé, quoi. Et on m'a un peu poussé et j'ai expliqué ce que le fond de ma pensée, c'est qu'on est aujourd'hui face à des ONG, je dirais, d'intérêt général, France Nature Environnement, la Ligue de protection des oiseaux, qui sont gérées de façon démocratique, Mmh, qui font appel aux scientifiques comme nous et qui alimentent la controverse. mmh, Bon. Et donc ça me paraît être profondément démocratique. mmh, Et vous avez d'autres ONG dont l'objectif est soit clair, ce sont des ONG, je dirais, qui sont aussi des partis politiques. Je pense à Sea Shepherd, par exemple, bien sûr. qui est un parti animaliste revendiqué. C'est Mmh, pas du tout mmh, une invention de ma part. Et puis vous avez d'autres ONG où on ne sait pas trop quelles sont les formes de gestion et qui passent un temps important à harceler les pêcheurs, harceler les élus, empêcher les assemblées de délibérer, comme ça a été le cas chez nous en Bretagne, mmh, de fausses informations, de fausses images, de faux rapports, mmh, comme ce rapport qui intervient en disant qu'il y a 200 bateaux bretons qui sont dans l'illégalité à pêcher aujourd'hui. Ils sortent ça.
et donner des sous, etc. Et la façon d'intervenir de ces ONG, Ouais, c'est pour du moi, sabotage, quoi. c'est la peur, c'est la Mm. terreur. Donc, c'est pour ça que j'ai employé ce Ok. mot terroriste, qui est donc à la fin d'une longue démonstration, Mm. et pas du tout. Voilà. Et je pense il faut vraiment faire attention parce que Et euh, parce qu'on connaît ton parcours engagé, comment on a, comment on a pu, à un moment donné, euh, euh, pu ou essayer ou tenter de faire croire, hein, au final, en fait, que tu étais opposé à ces ONG, ou alors, en fait, d'assimiler ces ONG telles que tu les cites dans un corpus global. bah, c'est Je sais là, pas si je suis clair. oui, là, il faut savoir ce que l'on regarde et où on regarde. Hmm. Euh, Quand vous avez une ONG comme la Ligue de protection des oiseaux, bon, la Ligue de protection des oiseaux, elle veut protéger les oiseaux. Donc, elle va regarder les projets que nous avons en région Bretagne de ce point de vue-là. C'est normal. Donc, elle va regarder de façon très fine, par exemple, la migration des fous de bassin. Ça, c'est un truc où ils sont très, très attachés à ça. C'est normal. Ils font leur boulot de formation du citoyen, d'alerte des élus. Voilà. Hmm. Donc, pour moi, c'est très précieux. Ces ONG sont extrêmement précieuses et il faut les différencier d'ONG qui sont dans d'autres intérêts qui, pour moi, ne sont pas clairs, ne sont pas limpides, ne sont pas démocratiques et peut-être même peuvent nous inquiéter parce que quand on gratte un peu, on découvre des choses qui sont peut-être pas forcément très agréables. Hmm. Donc ça, c'est le boulot des élus, mais aussi des autres ONG. Et puis surtout, quand il s'agit de travailler sur le changement, c'est-à-dire que la pêche, le secteur de la pêche doit changer. Il a des progrès à faire. Il est beaucoup trop carboné. Les engins sont beaucoup trop impactants. Il y a la question de la ressource, de la biodiversité, du réchauffement climatique. Enfin, bon, il y a beaucoup de sujets. Donc, il faut que les pêcheurs se mobilisent pour changer. Et ces ONG, dans leur radicalité, euh, bloquent toute, toute Hmm. innovation parce que voilà, c'est ce que ces ONG exercent, c'est ce que j'appelle souvent la violence symbolique, c'est-à-dire, vous vous rendez compte quand vous dites à quelqu'un, un pêcheur, un agriculteur, ton métier doit s'arrêter, tu dois disparaître, Hmm. C'est dur tu à dois, entendre, hein. c'est tout à fait dur. Donc c'est d'une violence absolument inouïe, mais c'est une Hmm. violence symbolique. Elle n'est pas physique, elle n'est pas verbale, quoique elle est. Mais les gens vivent ça très mal, au plus profond d'eux-mêmes, parce que vous mettez leur intégrité la construction de leur vie, leur métier, leur statut, leur formation en cause. Donc vous les mettez eux en cause. Hmm. Il n'est pas étonnant après que le Front National et autres, ou des gens qui viennent gratter, dire aux gens vous êtes des gens formidables, ne vous laissez pas faire, etc. Mais en tant qu'élu, ce qui compte pour moi, c'est le changement. C'est-à-dire il vous faut aller vers une meilleure pêche que celle de maintenant. Hmm. Mais on va revenir, tiens, à Plogoff. Il s'avère que ma soeur et son mari, ils vivent à Audierne. C'est des militaires, ils ont moins de 50 ans, ils sont déjà à la retraite. Ils vivent la meilleure vie en faisant du bateau, du surf et de la pêche. Et puis, j'étais avec ma fille et donc mon beau-frère, Thomas. On va à Audierne, sur le port de pêche. Puis on s'approche d'un bateau de pêche. Et là, on voit le pêcheur qui débarque toute sa cargaison. Et tu sais ce qu'il y avait dedans? Il y avait quasi qu'une seule espèce pêchée. C'est du poulpe. Mmh. Et parce que dans le sud de Bretagne, en fait, on ne pêche pas autre chose que ça. Parce qu'il y a plus d'autres espèces, en vérité, quasiment. Je grossis le trait, mais et aussi parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Mais manifestement, il y a des modifications assez importantes
dans l'espace marin où, les populations ont complètement changé Oui, alors et là aussi les pêcheurs doivent s'adapter. doivent s'adapter et comprendre. C'est-à-dire que, les scientifiques, ils doivent comprendre aussi qu'est-ce qui se passe. Comment se Mmh. fait-il que, ce poulpe, présent, jusqu'en 1965 ou 63, je ne sais plus la date, de façon abondante en Bretagne, ait disparu vraiment à la faveur d'un hiver très froid, OK. et il y en a plus. Puis c'est revenu il y a Mmh. 5 ans, abondamment et de façon massive. Ça a beaucoup surpris les pêcheurs, heu parce qu'il y en avait beaucoup. C'est dangereux pour d'autres espèces, comme les coquilles Saint-Jacques en particulier. Il Mmh. y a eu beaucoup de dégâts dans les Glénans. Bon et donc sauf que le poulpe, donc ils ne savaient pas le pêcher, les bateaux n'étaient pas adaptés, les casiers n'étaient pas adaptés, donc il y avait des appâts qui voilà et donc sauf que ça se pêche, maintenant beaucoup et que ça se vend très bien. Mmh. Et ça se vend pas en Bretagne d'ailleurs. Tout repart, sur Absolument. Nice, sur la Galice, et cetera. Et plus il y en a en Bretagne, plus la Galice en achète, et cetera. Et donc moi je suis allé au marché de Vigo, des poulpes de toute la Bretagne qui arrivaient avec des cagettes de Concarneau et autres. Donc en fait, il y a qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qu'on a essayé de faire, très concrètement, c'est, de dire au comité des pêches, de dire aux associations, de dire aux scientifiques de l'Ifremer, «Qu'est-ce que vous en pensez?» Et ils ont fait une recherche qui s'appelle, Poulpe Fiction et pour montrer qu'est-ce qui se passe, de quoi elle se nourrit, pourquoi elle se reproduit, est-ce quelles quelles sont les reproductions et les temps de reproduction, de telle manière à avoir un plan de gestion. Et ce plan de gestion, il est en place aujourd'hui pour Très bien. essayer de réguler le poulpe, parce que la ressource poulpe a commencé à disparaître. Mais elle se rapproche dangereusement du nord, sur le nord de la Bretagne, donc du gisement Coquillé. de coquille Saint-Jacques. Mmh. Et alors là, c'est une autre paire de manches parce que là, Les ça pêcheurs, ils peut vont faire être la tête, hein. voilà. Mais on Mmh. a, plusieurs prédations comme ça, on a par exemple, la dorade, royale Mmh. qui est qui est un prédateur, des moules. On a un prédateur qui n'a pas de prédateur, c'est l'étoile de mer à 4 branches là, qui nous pose problème aussi parce elle n'a pas de prédateur, donc elle est invasive, surtout dans le sud de Bretagne. Donc on a travaillé là aussi avec les scientifiques de la station biologique de Roscoff pour essayer de comprendre, et avec le groupe Roulier de Saint-Malo, de voir si on pouvait, en tirer des molécules Mmh. et pourquoi faire, et cetera. Donc, Mmh. c'est une recherche qui est en cours pour savoir est-ce que l'on peut en faire un produit, un sous-produit? Est-ce qu'on peut, en tirer, avantage ou pas? Comment tu es devenu maire? D'où vient la source de ton engagement politique et électif, électoral? Oh ben, je travaillais beaucoup à l'étranger, donc auprès des enfants des rues. Après, je fais beaucoup de choses aussi au niveau du théâtre, et cetera. Donc j'avais beaucoup j'avais mon fils aîné, hein, était souvent dans mes bagages, puis à un moment donné, il faut rentrer à l'école, hein. Et donc avec ma compagne, on cherche une maison un peu, on tombe sur Languette. Mmh. Une petite maison toute modeste, pas trop loin de Rennes surtout, c'était ça le plus important. Puis il y avait des débats, habituels. Est-ce qu'on la ville? Moi, pour moi, c'était Ouais, la ville ou la campagne. Bah, ma femme, c'était la campagne. Bref, donc elle a gagné. elle a gagné et donc on inscrit notre petit, à l'école du village, toute, superbe, pédagogie un peu freinée en plus, très bien. Et puis, je m'aperçois après, il y a, comment? Une fête du village, hein, qui s'appelait à l'époque la fête du bois, des arts et des vieux métiers, Mmh. qui était, managée par le directeur de l'école, qui était aussi secrétaire de mairie et puis tout un vraiment beaucoup de gens et cette fête de l'école, c'était la fête du village aussi, donc c'était extraordinaire. C'était un peu la pédagogie sociale dont je parlais tout à l'heure, Mmh. c'était une vraie fête, c'était pas, voilà
Et puis c'était en juin, et puis juin pour moi c'était le démarrage en Pologne des pédagogies de rue parce que tout l'été on repérait les enfants qui commençaient à être en déshérence et qu'on retrouvait après à -15 dans la gare de Varsovie. Voilà, on démarrait les programmes forts au mois de juin. Donc je vais pas à cette fête il n'est pas prévu que j'aille à cette fête du bois, des arts et des vieux métiers. Puis il y a mon fils, tout le monde s'y met, dit, oui, tu seras le seul papa à pas être là, etc., etc. Donc je fais un aller-retour euh, Varsovie, Rennes Ouais. pour assister à cette fête magnifique. Vraiment une très belle fête, incroyable. Et puis dans un endroit, je vois un stand. Je dis: «Mais c'est bizarre ça, sur la nature, tout ça», et je me rapproche et puis je dis: «Mais ça me dit quelque chose». Je retourne à la maison et c'était, Allgemeine, donc une secte qui était installée dans le village et qui a été dissoute depuis, hein, par l'Assemblée nationale, et qui faisait travailler, en fait, des jeunes, qui, travaillaient gratuitement avec des pédagogies, de sévices corporels, voilà, et ces bâtiments étaient, vendus ensuite, puis l'argent repartait à une sorte d'hindouiste un peu mystique, et cetera, Mmh. et cette, association était présente dans le village et puis elle collaborait avec l'école, mine de rien, comme ça, ni vu ni connu, voilà, et donc OK. je m'aperçois de ça, j'étais très embêté et je vais voir le directeur, enfin le Mmh. secrétaire de mairie qui le prend très mal, qui le prend très, très mal, en disant: «Vous êtes jamais là, vous êtes un des parents qui est pas présent à l'école, vous venez nous dire ce qu'il faut faire». Je n'étais pas content, et je me dis: «Mais comment je vais faire?» Parce que, personne ne semble s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas Ouais, du normal, problème, ouais. qu'il y a un problème, d'autant plus que bon, ils rénovent bien, voilà, c'est et donc je dis: «Il faut que je fasse quelque chose», donc je décide de me présenter en papillon. OK. C'était possible à l'époque, Mmh. c'est plus possible maintenant, mais c'est on se présente tout seul, et donc Mmh. je suis élu à 80. Pourquoi? Parce que les gens se rayent les uns les autres. Moi, ils m'ont pas rayé parce qu'ils me connaissaient pas, Mmh. et je m'aperçois dans la Les campagne que je détestations, du village, donc détestation, et je m'aperçois en fait que le village est assez, il y a beaucoup d'opposition depuis le remembrement. Il y a des mmh. familles qui se détestent, ils savent plus pourquoi, mais elles se détestent, et il y a c'est Un pas une village ambiance, français. voilà, Ouais. c'est quelque chose, et puis tout le monde vient me voir en m'expliquant leur les malheurs avec la mairie, et cetera, et cetera, et donc je suis élu, mais je pense qu'à l'époque, on pouvait présenter, son chien ou sa chèvre, elle était élue, hein, et les gens voulaient plus Ouais, il y a de des circos, c'est encore comme ça. oui, d'accord, ça oui, il y en a encore des c'est comme ça, mais et donc bah, je rentre dans l'opposition un peu, pendant quelques années, puis le maire fait, je peux pas revenir là-dessus, mais il fait une bêtise. Mmh. Il est contraint de démissionner. Il manque 3 il manque 3 élus. Il y a un qui était décédé, un autre qui avait démissionné et le maire donc qui venait de démissionner. Donc il y a une élection partielle. Je présente 3 candidats qui sont élus et je gagne la majorité et je deviens donc maire, en octobre 99. OK. Donc et là, bah, élu maire, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais. On n'est pas élu sur un programme puisque c'est les gens rayent, Mmh. c'est le scrutin de uninominal. Les gens Ouais. rayent, mélangent, on pouvait même à l'époque Ouais, tu pour composes, voter pour des gens qui se présentaient pas. oui, Ouais, c'est vrai. c'était à l'époque, c'était comme ça aussi. Donc c'est compliqué, et là, j'ai eu je peux dire, c'est une intuition, hein, parce que il n'y a pas de stratégie du tout. Mmh. C'est que je dis: «Il faut qu'on rassemble sur quelque chose», donc je dis: «Tiens, on va se rassembler sur la question du développement durable». D'accord. C'était un nouveau mot, hein. À l'époque, on parlait de cadre de vie. Mmh. Développement durable, bon, personne ne savait ce que ça voulait dire. Oui, c'est Qu'est-ce pas qu'elle mal. t'évoquait à toi, ça? Moi, c'était le rapport Brundtland, que je Ouais. connaissais, Mmh. mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est concrètement dans Mmh. une commune? C'est quoi? Ouais, Comment comment ça se matérialise, bah, quoi? oui, Ouais. donc on part là-dessus, tout le monde dit: «Oui, oui», parce que personne n'y comprend rien, y compris moi, donc on part sur une espèce d'imaginaire, et puis on a une chance, je dirais, c'est que la commune est dans un état
de bâtiments. L'école menace fermeture pour des raisons sanitaires, donc Mmh. faut qu'on fasse l'école, etc. Et là, on embarque un architecte qui nous fait donc qui remodèle l'école, puis qui construit une école maternelle, donc selon la haute qualité environnementale. Et donc là, on avance les premiers pions, chauffés au bois, premier panneau photovoltaïque mis sur un équipement public, c'est à Angouette. Mmh. Récupération des eaux de pluie pour les sanitaires. On avance, on avance. Et on fait ça. Et là, on inaugure. On inaugure la nouvelle école, on va dire. Mmh. Et les anciens y viennent. C'était leur école. Et moi, j'ai jamais employé le mot écologie, hein. Mmh. C'est un mot qui fait pas partie de mon langage en tant que maire. Mmh. Et ah bah oui, alors, vous étiez un peu bizarre, vous, on trouvait que vous étiez un peu bizarre, mais là, c'est pas mal, hein, ce que vous avez fait. Mais il n'y a rien de nouveau, hein, monsieur le maire, parce que nous, on fait ça depuis longtemps, récupération des eaux de pluie, Ouais. chauffer au bois, Ouais. Mais dans vos maisons perso, quoi. voilà. Ouais. Par contre, il y a ce truc sur le toit qui est très moche, c'est le photovoltaïque. Alors, je dis non, c'est voltaïque, et c'est de la mauvaise foi des anciens, puisque pour voir les panneaux, il fallait monter sur le toit, et c'était nous qui les avions montés sur le toit pour qu'ils voient les panneaux, justement, Ah. parce que personne ne savait ce que c'était un panneau photovoltaïque. Et donc là, là, il y a eu une première adhésion. Voilà, puis on a continué comme ça, brique par brique, avec la Mmh. cantine 100% bio, avec Alors déjà, quel intérêt ils y voyaient, avec cette école? Transformée, modernisée et ben, d'abord, c'était quelque chose de concret, mmh. nouveau, c'est vrai. Mais quand vous avez une école qui est complètement rénovée en bois, où vous avez une atmosphère extraordinaire, une Mmh. qualité acoustique incomparable, vous voyez, vous avez l'adhésion des parents Mmh. aussi qui disent ah bah oui, mais ça, c'est le jour et la nuit. Mmh. Avec les écoles bruyantes qu'on avait, et là maintenant, c'est le jour et la nuit. Donc il y a une adhésion, vous voyez, Mmh. c'est concret, c'est palpable. Il n'y a pas de discours autour de ça. Il y a juste une pratique. Et que c'est vrai qu'elle est pas comme les autres, cette école, mais qu'est-ce qu'elle est bien. Voilà. Ouais. Et puis après, il se passe que il y avait l'ADEME à l'époque qui essayait vraiment de pousser les communes à faire des choses. Et donc là, il y avait un maire, une commune qui fait quelque chose sur la haute qualité environnementale, un concept alors, très compliqué. Donc l'ADEME commence à faire venir du monde. Mmh. Et puis la télé vient. Et puis les gens, bah, ils aiment ça parce que ils aiment la presse, et parce que on parle, On valorise la on commune, hein. valorise la commune, Mmh. et on leur dit ah, t'es de Languette, ah oui, on a vu, voilà. Et donc il y a cette fierté un peu Ouais. d'habiter le village. Mais quelle était la motivation? Est-ce que, tu t'es emparé, en fait, de cette école parce que ça faisait écho à ton parcours? Évidemment, à ton premier centre aussi de vacances que tu avais bâti? Ou est-ce que au final, il y avait une vraie nécessité, et vraiment extrêmement urgente? Est-ce que tu as arbitré parce que, il y avait différentes options sur la table? Heu, voilà. C'était quoi ton choix premier? Le Quelle était ta motivation et comment tu vois ça à travers le parcours, Pour moi, c'est clair, c'est lié à mon expérience, en particulier auprès des enfants dans la rue. Mmh. Heu, Jamais un enfant ne peut s'épanouir dans un monde dégradé, violent, dans un environnement hostile. Mmh. Voilà. Vous pouvez être enfant, vivre dans des milieux tout à fait favorisés, et ça c'est pas forcément, non plus une bonne chose. C'est-à-dire, Mmh. c'est pas, gagné d'avance. Mais en tout cas, quand le milieu est dégradé ou violent ou invivable, ça ne construit pas des enfants. Donc, quand vous Épanoui. êtes maire d'une Mmh. commune, vous avez cette possibilité d'agir sur l'environnement et d'en faire l'environnement le plus convivial possible. Mmh. Voilà. Et le le plus lié aussi à des questions environnementales. Donc, Mmh. pour moi, c'était ça. C'était qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut construire sans abîmer la planète, mais Mmh. qui a à voir avec un peu plus de bonheur à habiter ce qu'on va faire. Mmh. Et tu vois, c'est assez drôle parce qu'il y a rien de drôle, mais ce qui est étonnant, c'est, la période pendant laquelle c'est la période actuelle.
On vient de vivre un épisode caniculaire où, des classes ont fermé, des établissements scolaires ont fermé parce que, il était strictement impossible pour les élèves et pour les enseignants de rester et d'avoir cours. On a vu, la ville de Marseille qui a décidé, de présenter un plan de rénovation, sur 10 ans de l'ensemble des établissements scolaires, alors que Marseille, ça doit faire bien 10 ou 15 ans que c'est un sujet. Ils s'y mettent à Marseille, j'imagine que c'était peut-être un petit peu urgent. Ma petite fille est en crèche et j'ai reçu un email de la crèche en disant: «Si c'est mieux chez vous, mieux vaut les garder». C'est quand même un aveu d'échec terrible encore aujourd'hui en 2025 de se dire que, tu as réussi dans les années, début 2000 à rénover, cette école, hein, à la bâtir d'un point de vue strictement responsable, d'un point de vue environnement, de travail et d'épanouissement personnel pour les enfants, environnement pour la protection et la valorisation du climat et qu'en 25 ans, pas grand-chose au final, au global, s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une sorte, pas d'aveu d'échec de ta part, mais de notre part collectivement? Bah oui, puisqu'on sait faire, depuis des années et des années, Mais oui, et on a continué à faire autrement. et Moi, je suis allé pourquoi? voir, pour essayer de me former un peu à ce qui pouvait se faire, donc je suis allé à Fribourg, par exemple. Je Mmh, suis allé à Hanovre, essayer de voir un peu, mais tout ça, c'est en place depuis, plus de 30 ans, 35 ans, et donc on a continué à faire de la même comme avant, alors que, il y avait des compétences. Et alors même si, Languette, avec d'autres communes, on a pu créer Brudet, donc qui a fait quand même 270 communes aujourd'hui qui s'impliquent vraiment dans le développement durable. Ils sont en train de travailler sur des projets fantastiques. Je suis allé aux 20 ans, là, c'est extraordinaire, à mmh, quel point ça n'a pas perdu l'âme du initial. Donc c'est donc mais ce que je constate, c'est que pour un logement social écologique qui est construit, il y en a 100 qui sont construits à l'ancienne, qui sont mmh, construits, sans absolument. tenir compte de tout ça. Alors bien sûr, il y a des normes, mais moi je me souviens, très très fort, en tant que président de la communauté de communes du Val-d'Île, avoir voté contre le SCOT du Pays de Rennes, sur Mmh, ce motif-là. C'est-à-dire, vous n'avez pas pensé le rafraîchissement de la ville. ouais. Le rafraîchissement de la ville, ça se pense en termes d'urbanisme, de positionnement des immeubles les uns par rapport aux autres, sur la végétalisation. Et il y avait aucun élément de pris en compte dans. Et on avait déjà le rapport Brundtland, on avait déjà le rapport du GIEC, on avait une étude très claire, de l'université de Rennes 1 Mmh, démontrant le danger des îlots de chaleur à Rennes, ouais. qui fait que la ville ne se refroidit pas à cause de ces îlots de chaleur qui font remonter la température la nuit. Alors ça, c'est pareil, il y a une information qui est terrible. Alors je ne sais pas si c'est un journaliste qui a, mal écrit sa phrase ou alors, si c'est pareil, en fait, un aveu d'échec, je pense pas, je l'espère pas. Mais donc à Rennes, on a une place, c'est la place Hoche. Donc on évoque, en fait, la non-possibilité d'y planter des arbres, c'est une place qui est minérale et j'ai un peu l'impression qu'on a qu'elle restera toujours minérale. Donc qu'est-ce qu'on fait pour, baisser les températures? On y installe des pergolas. Bon, c'est un peu faible comme réponse politique, Oui, tu crois pas? oui, J'accuse c'est personne, hein, mais compliqué, mais c'est compliqué. Alors c'est compliqué, comment faire donc pour que les villes se transforment durablement? ben, il faut déjà, prendre conscience de la problématique. Donc je pense que nous, on y est, Mmh, peut-être de force, parce que le dictateur, aujourd'hui, c'est le climat. mmh, Il va nous imposer, ses directives. On pourra toujours manifester contre le climat, mais, c'est un dictateur sans conscience. mmh. Donc, on va être soumis à des assauts, répétés, dont on ne connaît pas encore, les pourtours, complètement. Donc, là, je pense qu'on va être dans une situation de devoir s'adapter, et on voit quand même qu'à partir du moment où la décision politique est prise, je vois à Paris, par exemple, quand même, ça a beaucoup bougé dans le sens que l'on souhaitait, hein, Mmh. heu, que l'on souhaite, c'est-à-dire véritablement le rafraîchissement de la ville, limiter la circulation, revoir
ça se transforme très vite avec beaucoup d'éléments, je dirais, de type d'urbanisme nouveau. Mmh. Donc on peut quand même estimer avoir quelques chances d'y arriver. Quand on voit une ville comme Copenhague, que j'adore, une de mes petites filles qui est née d'ailleurs, je suis allé souvent. Bon, c'est incroyable de voir à quel point cette ville est résiliente. Mmh. Donc, je bon, on ne peut pas être dans un pessimisme, Mmh. heu, même si je sais que la montée des eaux va avoir de l'effet, c'est irrémédiable, c'est certain, c'est, impossible que ça soit autrement que ça. Donc, quand ça va vraiment arriver, mes petites filles auront 60 ans, quoi. Donc, Mmh. et donc ça veut dire que, on entre dans un nouveau monde politique où ce que je vais mettre en place n'a je n'ai aucune chance d'en vérifier la pertinence, Ouais. parce que je serai plus là. Mmh. Et donc des mandats qui visent à 6 ans, qui vivent à 12 ans, c'est des mandats du ici et maintenant, alors que nous devons travailler sur des perspectives beaucoup plus grandes. Mmh. C'est pour ça qu'on a une démarche politique qui est compliquée, parce que un certain comme Dominique Bourg dit, ben, il faut confier la gestion publique à des experts. Parce que Mmh. les experts, eux, savent sur le temps long, on leur confie, voilà. Sauf qu'il y a plus de démocratie. Donc le niveau de la mer monte, est-ce que la démocratie baisse? Il faut regarder tout ça. Donc c'est très, très compliqué. Mais moi, je vois avec bonheur, des territoires qui, aujourd'hui, ont pris la mesure, de la montée des eaux. Mmh. C'est ouais, les élus ont pris la mesure de la montée des eaux et qui sont aujourd'hui en train de réfléchir avec la population sur les conséquences. C'est-à-dire, il va falloir déménager certaines maisons, il va falloir remonter les terres agricoles, il va falloir faire beaucoup, beaucoup de choses. Et dans des endroits, je pense à Lancieux, par exemple, où les élus ont décidé que, bah, que la prochaine fois que la digue va se La rompre, couverte, ouais. on le remet pas en place. C'est Mmh. arrivé, mais il y a eu l'anticipation. Les terres agricoles, quelques années avant, avaient été déplacées. Une maison avait été achetée, oui, et puis le propriétaire déplacé également. Et la mer est arrivée et, et a repris des espaces importants, mais avec une biodiversité marine qui est revenue ou qui est Mmh. venue. Donc, donc il va falloir travailler sur une logique, je dirais, politique, qui est de ne pas essayer de retrouver ce qu'il y avait avant, Mmh. comme un idéal qui a peut-être même jamais existé, mais comme quelque chose qui va arriver, qui est différent et dont on ne sait pas comment maîtriser. Quand tu dis ça, on Donc, comprend bien que tu es pas un conservateur. j'espère que non, j'espère que non, mais Mais, il faut qu'on arrive à mettre tout le monde d'accord. Je reprends notre exemple de Plogoff et de la centrale nucléaire. Je reprends, notre idée de Notre-Dame-des-Landes. Je prends un autre exemple évidemment, celui de l'éolien offshore et notamment en baie de Saint-Brieuc, qui est maintenant une réalité et qui a pourtant, était une source d'opposition pour beaucoup. On sait que les grands changements structurels, heu, viennent souvent de l'État, en coordination avec les élus locaux, avec ou non l'assentiment des, citoyens. On voit des citoyens qui s'éloignent malheureusement de la politique, de la démocratie, qui décident en fait de ne plus voter, qui participent aussi, peu, alors hormis les plus convaincus, mais qui participent peu aux consultations publiques. Bon, on a vu les gilets jaunes, hein, qui a essayé de mettre un terme à cela en essayant de reconfigurer le rapport de force. Bon, heu, est-ce la fin de la démocratie, représentative? Est-ce qu'il faut aller vers un nouveau modèle pour s'assurer, en fait, que ces changements, ceux qu'on évoque là depuis tout à l'heure, puissent advenir? Parce en que, tout le long terme, il faut justement pas attendre 60. Est-ce qu'il n'y a pas une accélération, une forme de radicalité vers laquelle il faut, tendre? c'est la question. C'est la question. Aurons-nous le luxe de la démocratie Mmh. face
à des nécessités impérieuses de survie, hein, parce que c'est de ça dont il est question. Quand vous luttez contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, bon, ça n'a rien à voir avec la survie. Vous voyez, mais quand vous opposez à l'éolien offshore, à l'énergie décarbonée, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, vous vous opposez à à, à une solution qui arrive de façon brutale suite à la guerre d'Ukraine, suite à la prise de conscience absolument terrible de notre dépendance aux énergies fossiles, de notre dépendance au gaz russe, au gaz américain ou au pétrole, de pays qui ne sont pas vraiment ni démocratiques ni des pays amis. Donc, on a cet énorme enjeu qui est notre autonomie énergétique et la décarbonation qui ne peut se faire que, malheureusement, pour l'instant, que par Mmh. l'électrique. Et donc, il faut sortir du fossile et sortir du fossile vite. Donc, le temps démocratique Ses limites. se limite. Donc, comment intégrer la démocratie malgré tout donc, pour ça, moi, je compte beaucoup sur les scientifiques, beaucoup sur Mmh. les ONG, parce que les Mmh. ONG sont. Donc on peut Mais très bien considérer, en fait, qu'on ne donne pas les clés du camion aux experts et qu'on panache ces responsabilités-là entre la société civile, les experts, effectivement les scientifiques, les élus qui représentent aussi, la société civile, peut-être aussi les entreprises, les responsables à haut niveau, l'administration centrale, les fonctionnaires. oui, il y a eu beaucoup de choses de faites parce qu'ils sont obligatoires dans la loi sur le code de l'environnement, et cetera. On doit consulter les citoyens. Vous avez la Commission nationale du débat public, et cetera. Sur, par exemple, le déploiement de l'éolien offshore. Mmh. Quand le président Macron décide de revoir les schémas stratégiques de façade pour laisser de la place aux éoliennes, et ceci de façon massive sur toutes les façades. Donc, tout le monde travaille là-dessus. Il est évident que ça bouleverse beaucoup les choses, mais l'État accompagne ça de deux décisions. La première, c'est qu'il faut que l'on voit les choses dans un ensemble et d'ailleurs, il faut plus qu'on soit parc de Saint-Brieuc, parc de Belle-Île, à faire des enquêtes publiques. On va faire sur un ensemble. Ouais. Mmh. Et il développe donc avec beaucoup de moyens, avec la Commission nationale du débat public, qui est un organisme indépendant, donc toute une stratégie, la mer en débat, où les citoyens sont invités à proposer, à regarder. Il y a des réunions à n'en plus finir, des PowerPoint à n'en plus finir, des webinaires, en veux-tu, en voilà, n'en veux-tu pas, en voilà quand même. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. On peut pas dire qu'il y a eu personne, si vous voulez. Ouais. Mais c'est peut-être 20 000 personnes peut-être qui ont contribué ou participé, etc. Avec à l'intérieur des opposants qui s'opposent, toujours les mêmes qu'on retrouve d'une réunion à l'autre, qui sont très organisés, qui sont soit des décroissants qui vont dire ben, on n'a pas, il faut d'abord penser à réduire l'électricité avant voilà, Mmh. donc on refuse toute production nouvelle d'électricité. Et puis les pro-nucléaires qui sont très présents en disant vous avez gâché, il faut développer le nucléaire, il faut revenir au nucléaire, etc. Voilà. Bon, mais ce débat ne crée pas de polémique nationale, vous voyez? On n'en parle pas. Mmh. Les 3/4 des Français savent même pas que ça a eu lieu, plus des 3/4, 90 ne savent pas. Et au jour où, une carte sort et que, hop, à Carantec, à Plougasnou, ils s'aperçoivent: «Merde alors, les éoliennes sont devant chez moi». Et là, ça se rebouge. Et on nous dit: «On n'a pas été consulté, on n'a pas été, Mmh. associé» et on est obligé de dire: «Mais vous aviez l'occasion mais non, eh ben, vous aviez même reçu dans votre boîte aux lettres une invitation à Mmh. participer, vous avez fait». Donc, on a à chaque fois comme ça ce que je suis sûr, c'est que sûr et certain, c'est que et je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, c'est que la démocratie, participative est une démocratie conservatrice. Parce que Mmh. quand vous demandez aux gens, On défend les acquis. bah, vous comme moi, vous pouvez pas avoir une idée dont vous avez jamais entendu parler, donc vous allez forcément
proposer quelque chose. Et même s'il y a des méthodes avec des post-it et autres, il n'empêche qu'on va vers du conventionnel. Donc les gens vont, c'est normal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a la vie des gens, ce qu'ils savent, leur histoire, font qu'ils vont proposer un certain nombre de choses. Donc j'ai jamais été fan de la démocratie participative. J'ai plutôt essayé d'inventer une autre forme de démocratie que j'ai appelée démocratie implicative, c'est-à-dire on fixe un cap, la cantine sera 100% bio. Mmh. Voilà. Maintenant, comment on y arrive, ça, on sait pas. Alors, c'était bien parce qu'à l'époque, on savait pas vraiment du tout, il y en avait pas. Donc, tout le monde patauge, tout le monde cherche, tout le monde essaye vient avec son idée, etc. Et à partir du moment où il y a une bonne animatrice ou un bon animateur qui dit, qui va cadrer les choses, c'est-à-dire qui tout de suite, on pourrait peut-être faire un menu bio de temps en temps, on pourrait faire un test, non, et la commande de la commune, c'est 100% bio. Mmh. Ah ouais, bon, bah, donc, et les gens sont arrivés avec plein d'idées, ils se sont impliqués, une démocratie implicative, et donc à partir de ce moment-là, au bout d'un moment, on a dit bon, c'est suffisamment stable, on y va. On a pu organiser quand les enfants sont revenus des vacances de Noël, il y avait les cantines étaient bio et ça continue depuis. Mmh. Donc c'est une sorte de démocratie implicative, mais elle est assez efficace sur des petits sujets, si vous voulez, sur des objets identifiés dans un quartier, Mmh. voilà. On a pu le faire. Il y a eu pas mal d'expériences à Rennes aussi sur les méthodes, je dirais, ou même sur de l'urbanisme, où on convoque les gens qui sont concernés par le sujet et puis on travaille Mmh. des Tu dis processus de conception intégrée, qu'ils ont appelé ça à Rennes, qui mmh. était pas mal. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu préfères plutôt faire ensemble plutôt que décider ensemble. Tu décides du cap et après, donc la manière d'y arriver, donc c'est plutôt le faire ensemble Bah, et tu as la disposition des gens. bah, si on regarde le parc de la baie de Saint-Brieuc, 14 ans pour arriver à sortir les, Mmh. les éoliennes. Bon. Beaucoup de recours, ça a été terrible, Mmh. les oppositions politiques. Ça n'a pas pris chez les Bretons et les Bretonnes. Les Non. Bretons et les Bretonnes ne n'ont pas accroché, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de débats. Donc, comment on fait par rapport à ça? Puisque on ne peut pas renoncer, politiquement en tout cas, à produire de l'électricité. On doit le faire. Ou alors, si on ne veut pas le faire, on le discute politiquement Mmh. et dans les urnes, si possible. Mais à partir du moment où il faut qu'on le fasse, évidemment, vous avez toutes les oppositions. Donc, ce qui a été fait, je trouve que, en tout cas, c'est plutôt bien. Je peux le dire d'autant plus facilement que c'est pas une initiative, ça a été soutenu par la région, mais ça a été souvent proposé par l'amiral, qui sont rentrés dans une logique en disant, bon, ben, dès qu'il y a une contestation, on convoque une analyse scientifique. Mmh. Et on en a 30, comme ça, 30 études scientifiques montrant le non-impact. Vous voyez, par exemple, les pêcheurs manifestent, une grosse manifestation avec des couronnes mortuaires partout. C'était magnifique dans les images. En disant c'est la fin de notre métier, la coquille Saint-Jacques va disparaître parce que le bruit du chantier, la coquille Saint-Jacques. Bon, Mmh. ben, on commande une étude du CNRS à Laurent Chauvin qui démontre que après avoir torturé dans tous les sens des coquilles Saint-Jacques, qu'elles ne bougent pas, qu'elles ne stressent pas et que ça n'a pas d'effet. Voilà. Et donc chaque fois, il y en a 30 études comme ça qui nous ont amenés à connaître le milieu marin comme on le connaissait jamais avant parce que Mmh. personne n'avait eu idée de faire Et qu'à la réalité, le gisement de coquilles a même, oui, progressé. oui, même progressé, oui. Ouais. Je pense pas que ça soit dû au parc, mais c'est dû à la gestion Durable du durable, oui. ouais. Donc il faut faire Ceux qui n'ont attention. pas été emmerdés, en fait, par les Non, pêcheurs pendant quelque temps et donc bah, oui et non, parce qu'en fait, le parc avait été remonté le plus haut possible mmh. parce que c'est là qu'il y avait le moins de gisements coquillers. Ça n'a très peu empêché la pêche, en fait. Maintenant, la pêche est revenue, mais dans le parc, mais tout avait été fait pour que, en fait, la ressource Mmh. principale ne soit pas concernée par le parc. Mmh.
Mais là, on arrive, je trouve ça très intéressant, on arrive à un sujet, assez central, même si on s'oriente vers la fin de cet entretien. C'est, évidemment, le poids de la centralité étatique, et du pouvoir de décision. Je vais l'illustrer de différentes manières. Sur le parc éolien, offshore de Saint-Brieuc, un sujet que je connais bien, pour avoir été au département des Côtes-d'Armor, chef de cabinet d'Alain Cadec, et lors de l'inauguration, des, nouveaux bâtiments du port d'Erquy, on avait le préfet de l'époque que, je nommerai pas ici, faire son discours et pointer la baie en disant: «Mais vous voyez, de toute façon, ça n'embêtera personne parce que, avec la brume de mer et la météo, on ne verra pas les éoliennes, 80 du temps». Bon, tout le monde était assez gêné de cette sortie. Quoi qu'il en soit, bon, les pêcheurs étaient pas trop pour. Les élus locaux, eux, étaient un peu partagés. Beaucoup se taisaient, notamment parce que ça allait rapporter beaucoup de pognon, aux communes littorales. Et d'ailleurs, se pose la question de la manière dont, ces financements peuvent profiter aussi ailleurs, peuvent profiter aux pêcheurs, peuvent alimenter, de nouvelles flottes de bateaux plus responsables, peut-être électriques. Je ne sais pas quelle est ton opinion là-dessus? Et puis, il y a aussi, autre chose. Donc c'est ce que je veux dire là, c'est, donc la toute-puissance de l'État sur les décisions aussi importantes et impactantes pour nos vies quotidiennes. Heu, Tu es bien placé pour le savoir parce qu'en introduction, j'ai évoqué, l'arrêté anti-pesticides, hein, qu'on t'a retoqué, notamment pour des raisons de compétence et de régularité, en fait, de cet arrêté-là. Mais que, on fasse ici la différence entre ce qui est légal et légitime. Il était légitime de prendre cet arrêté-là, manifestement. Ça n'était pas, légal. Qui peut donc prendre cet arrêté-là? Bah, le préfet et l'État. Bon. Et puis après, il y a autre chose, le dernier exemple, parce que, il est d'actualité, c'est évidemment la condamnation de l'État, sur l'histoire du décès de ce pauvre jogger en baie de Saint-Brieuc, qui l'État a été enfin condamné après, de longues, années, d'atermoiement. Tu vois? Ah, il y a un moment pour ces algues vertes aussi, il va falloir qu'on fasse des choses. Le point commun entre mes 2 derniers exemples, c'est, l'agriculteur. L'agriculteur qui pourtant a fait d'énormes progrès pour, baisser la pollution des sols. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il y a un modèle entier à modifier. Cette agriculture conventionnelle, dans lequel de très nombreux agriculteurs sont malheureusement piégés, est une grande difficulté et ça fait partie de ces changements à opérer en et singulièrement pour la Bretagne. Et alors, si on avait ces transferts de compétences, de responsabilités, davantage orientés vers les territoires et avec une Bretagne qui expérimente énormément et on l'a pas évoqué, mais je pense que tout le monde le sait, tu es vice-président au conseil régional, tu as mené ta liste, lors des dernières élections régionales, que tu es en charge de la mer et du littoral, que la question de l'agriculture, te passionne. Et ben, je reviens en fait à mes questions traditionnelles, c'est on le fait comment? On fait comment? Bah, on peut prendre des exemples, ailleurs pour voir ce on pourrait faire. Mmh. Quand il y a eu le choc pétrolier en 73-75, les Danois se sont posé la question de: «Qu'est-ce qu'on fait?» Et donc il y a eu un débat de 2 ans, avec l'ensemble des forces politiques, et ils ont pris des décisions qui, selon leur, orientation, est valable pour les 50 ans qui ont suivi. Et donc, qu'est-ce qu'ils prennent comme décision? Ils prennent comme décision de se passer des énergies fossiles. C'est là que naît massivement le vélo. Moi, j'ai découvert ça, je pensais que le vélo et tout, mais non, c'est né là de façon, Ouais. vive, donc tout le monde s'est emparé. Les citoyens se sont emparés, le vélo ça s'est explosé. C'était plus facile pour eux, ils avaient pas d'industrie automobile. Bon, il faut savoir ça aussi, Mmh. c'est le contexte. Deuxième décision qu'ils prennent, c'est que l'on va, se passer du nucléaire et on va pas acheter du nucléaire à nos voisins. Donc on va, produire, des énergies renouvelables, notamment, éoliennes. Et nous allons être, à l'échéance 2035, ils vont y arriver, totalement autonomes en termes d'électricité. Et de façon transitoire,
façon transitoire, nous allons passer par une énergie fossile marginale, qui Mmh. est le gaz. OK. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont demandé aux agriculteurs de produire beaucoup de gaz et que nous avons Méthanisation. des élevages de porcs qui sont plutôt des élevages de production de gaz que de porc. Ah oui, OK, d'accord. Et qui Pour posent le le problème contexte, maintenant quoi. démocratique où on dit aux agriculteurs maintenant, le gaz c'est fini puisque nous avons réussi Mmh. notre transition. Mmh. Mais vous avez une société qui a débattu et qui a eu une ligne de gouvernance. Chez nous, on n'a pas cette gouvernance-là, qui est une gouvernance pyramidale, du haut vers le bas, un État jacobin comme jamais, qui fait pas confiance aux régions et qui, au mieux, décentralise ses services. Mmh. Et donc on est atteint par ça parce que, on n'arrive pas à convaincre l'État, quels que soient les partis politiques, de faire un peu ce que Michel Rocard avait proposé en 1966 à Saint-Brieuc, dans un discours magnifique où il a dit, «Il nous faut une gestion différenciée de la République», en disant: «On ne peut pas gérer, la Bretagne avec ses 2000 kilomètres de côte», à l'époque, il comptait le Là, GR ouais, 34 et 34. comme on gère la Franche-Comté. Voilà, indiquant que cette différenciation à constitution constante. Mmh. Donc une gestion différenciée de la République. C'est pour ça qu'il a réussi les accords de Nouméa. C'est pour ça que, en plus, avec un ministre comme Le Pinsec, très sensible, premier des ministres de la mer de France. Donc, il y avait des possibilités. Mais l'État n'est pas parti dans ce sens-là du tout. Donc aujourd'hui, on est peu à demander une réforme institutionnelle dans laquelle les régions seraient vraiment responsables, avoir une responsabilité fiscale, une responsabilité réglementaire. Le président de région a demandé encore récemment d'avoir l'entièreté de la politique de la PAC Mmh. en Bretagne pour sortir des pesticides notamment, parce que nous y arriverons, parce que les territoires le veulent, parce qu'on a des expériences comme Terre de Source, etc., où on arrive véritablement à ça. Et autrement, donc ce que nous avons fait, nous, en Bretagne aussi, mais qui est une innovation institutionnelle, pour tout ce qui est la politique énergétique de l'État, c'est que nous avons une commission, un parlement, notre parlement de la mer, CRML, dans lequel on discute de l'action de l'État en région. Et là, ça discute serré, parce que l'État recherche l'adhésion de la région Bretagne, mais cette adhésion n'est pas à n'importe quel prix. Et c'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs dans la balance de plusieurs choses, dont qui ne plaît pas du tout aux opérateurs éoliens, mais on a dit si ce sont des parcs flottants, ces parcs devront être pêchants. Mmh. C'est-à-dire comme à Saint-Brieuc, la pêche pourra revenir après travaux. Alors, donc, on a arraché ça. On a arraché aussi, donc ça sera dans le cahier des charges normalement. On n'a pas encore arraché la question de la fiscalité, qui est une fiscalité dépassée, où au motif que vous voyez les éoliennes dans les 12 000, vous avez une taxe. Mmh. Si vous les voyez, comme à de Saint-Malo par exemple, vous les voyez, mais c'est pas dans les 12 000, vous avez zéro. C'est une taxe qui doit aller aux territoires qui s'engagent dans cette transition électrique. Mmh. C'est donc soit aux régions, soit aux EPCI, aux territoires, aux départements, mais voilà. Donc, on travaille sur ces aspects-là, et puis, mais c'est des négociations un peu, je dirais, où l'État est un peu forcé, parce qu'il aimerait bien se passer de nous, mais Mmh. il y a quand même une expérience en Bretagne où si les Bretons ne sont pas d'accord, Ça coince. ça coince. Et ça coince beaucoup. Donc les bonnets rouges, les gilets jaunes qui ont été quand même très, très présents, presque ont surgi de Bretagne, hein. Mmh. Mmh. Donc, Notre-Dame-des-Landes, Plogoff, ça fait beaucoup d'expérience. J'ai 2 dernières questions. Je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire. Je vais le faire en terminant avec la question des modèles et notamment du conseil régional. On va y revenir. On va continuer là-dessus. Sur les modèles de décision et de concertation, sur les modèles de compromis à la française, c'est vrai que quand l'État prend des décisions, ça impacte évidemment tout le monde.
Il y a des sujets sur lesquels vous avez pris des positions au conseil régional fortes sur l'artificialisation aussi des sols. Tu l'as évoqué sur la PAC. Sur quoi encore? Sur le Mercosur, qui évidemment est, est un risque extrêmement important pour nos agriculteurs. Me semble-t-il que, le gouvernement avait pris, des positions contre, le Mmh. Mercosur et que pour le coup, c'est venu d'en haut, Mmh. de l'Union européenne. Donc, on a une couche supplémentaire qui parfois nous échappe. Alors toi, tu as cette dimension-là, tu l'as évoqué pendant cet entretien. Ta sensibilité européenne, tu as été beaucoup de fois en Pologne, les exemples que tu cites avec, le Danemark. Il y a d'autres modèles, qu'on pourrait aussi, citer. Mais au final, dans ce monde globalisé et à l'échelle européenne, ne faudrait-il pas justement qu'il y ait davantage de dialogue, de concertation et de compromis pour au final, peser là où ça a, le plus d'impact, c'est-à-dire au niveau supranational? Oui, moi je suis convaincu de ça. Dans les accords programmatiques que j'ai eus avec Loïc Chenet-Girard, figure en bonne place une chambre régionale citoyenne. OK. Donc, et qui est une demande d'ailleurs très forte des Gilets jaunes, qui était cette capacité de pouvoir décider d'un certain nombre de sujets concernant notre vie ordinaire. La difficulté dans laquelle nous sommes en région, c'est qu'il faut que nous convoquions sur cette chambre régionale. Donc, ça a été annoncé par le président de région, donc ça va le faire. C'est les thèmes qui vont être, parce qu'il faut que l'on convoque les citoyens sur des compétences qu'on va pouvoir exercer en région. Mmh. Donc, moi, je suis très fan de ces conventions citoyennes. Hein, je l'ai dit, je suis effondré par leur dérive, Mmh. par la non prise en compte par le président ensuite, Ouais, mais parce que la Convention citoyenne pour le climat avait très bien marché. bien sûr, et avec une formation des gens, et c'est avec des méthodes tout à fait intéressantes. J'ai regardé sur la convention sur la fin de vie. C'est extrêmement intéressant parce que vous avez des gens qui Mmh. étaient tirés au sort, qui étaient très opposés, qui ont réussi à travailler ensemble, qui ont réussi à se comprendre, etc. Et sorti Tu as raison, d'un ouais. projet de Mmh. loi qui aujourd'hui est validé par les Français et les Françaises, quoi. Donc Mmh. c'est intéressant. Donc moi, ce que je proposais au président un peu, donc on est en train de réfléchir, de tâtonner là sur cette idée, mais c'est de dire, voilà, ce que nous souhaiterions, nous, Bretons et Bretonnes, prendre comme compétence. Nous avons la compétence des lycées, nous avons la compétence des ports. On aimerait avoir telle compétence parce que nous ferions mieux que l'État et que nous nous en occuperions mieux parce que c'est notre vie. Mmh. Donc, est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est l'eau? Question de l'eau, par Mmh. exemple, qui est extrêmement intéressante. Les langues de Mmh. Bretagne, c'est intéressant que ce soit plutôt nous qui nous en occupons que La pour la biodiversité. biodiversité. De dire, voilà, ça, on l'exerce pas. C'est mieux que l'État l'exerce, par exemple, la compétence énergétique, parce que Mmh. c'est des réseaux tellement transfrontaliers qu'il il y a une dimension qui échappe à la région. Voilà, on va essayer de discuter avec des citoyens et citoyennes tirés au sort sur ces questions-là, qu'on fera remonter ensuite à Paris en disant, ben voilà, à constitution constante, parce qu'il faut viser juste, vous avez l'article 72 ou l'article 73 de la Constitution sur lequel on peut agir pour Mmh. que, effectivement, et on va essayer de, je pense, de proposer aussi ça, que ça soit une démarche qui soit pas uniquement bretonne, Mmh. mais qu'elle puisse être aussi prise, reprise par d'autres régions qui, qui savourent un peu ce temps démocratique. Donc, on va essayer de voir Très ce que ça. intéressant, très, très intéressant. Et pour C'est un finir, scoop, ouais, hein, parce que pour l'instant. vraiment très intéressant. Ouais, et ce qui m'amène à conclure sur une question qui est une remarque que tu viens d'avoir et qui a dit, «On pense pouvoir mieux faire que l'État». C'est vrai que c'est tout à fait légitime de le penser. Encore faut-il, en avoir, la capacité. J'en doute pas, hein, j'en doute pas. Ceci dit, il faut aussi faire un travail sur soi assez important, notamment de la manière dont on fonctionne soi-même
et, et il faut aussi adapter son mode de gouvernance, ses méthodes de dialogue et à l'intégration de ces nouvelles compétences. Parce qu'il y a eu la loi NOTRe aussi qui a illustré la capacité ou non à intégrer ces compétences et à les exploiter, notamment pour le conseil régional, le volet économique. Puis les transports, puis bon, un certain nombre d'autres sujets. Mais heu, j'aimerais, illustrer ces nouvelles façons de faire par un exemple qui est un parc naturel éducatif entre Landerneau et Brest. Je pense que tu dois connaître Mmh. les jardins de l'éveil, hein. Mmh. Je travaillais avec Didier Nicolas et donc j'étais en dialogue avec le conseil régional et les collectivités locales, et donc le conseil régional a suivi et a accompagné et a soutenu. Peu laborieusement, parce que ça prend du temps, parce que c'est un modèle nouveau qui est à la croise des chemins, sur l'économie, sur la défense du modèle breton, sur la sensibilisation au vivant pour les enfants, sur le tourisme, le slow tourisme, le tourisme durable. Donc au final, dans nos dialogues, on avait du mal à positionner, voilà, par quel bout on va le prendre. C'est à la fois un projet foncier, c'est aussi un projet éducatif. Et au final, le conseil régional a suivi, mais encore une fois, non sans mal, parce qu'on ne savait pas par quel bout le prendre. Donc on sait aujourd'hui que les modèles sont hybrides. On sait que les projets, et tu l'as évoqué pendant cet entretien-là, ne ressemblent plus aux projets qu'on pouvait mener il y a encore quelques années. Tu vois. Donc comment faire pour que les collectivités, là je prends le conseil régional parce que c'est celui que tu représentes, mais pour les départements, les EPCI, les communes, c'est exactement la même chose. C'est comment faire en sorte pour que on accompagne ces nouveaux projets ou ces projets de transformation sans les mettre en difficulté et qui aujourd'hui, plus qu'hier encore, participent de manière très significative à l'intérêt général et au bien commun. Mmh. Oui, c'est une question, très importante, Jean-Yves Le Drian, quand il a été élu, avait fait campagne sur l'idée de supprimer la logique de guichet qui faisait que, bon, on avait des subventions en fonction des relations qu'on pouvait avoir, en fait, avec les élus ou et puis les élus avaient, une ligne budgétaire, puis quand la ligne budgétaire était terminée, ben, on attendait l'année suivante pour avoir et de passer dans une logique de projet. Ce qui était intéressant, qui rejoignait un peu ce qu'on vient de discuter là, mais on est allé aujourd'hui à mettre en place des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, et cetera. C'est-à-dire à réfléchir à des cases tout à fait importantes dans lesquelles les gens doivent rentrer pour avoir la subvention, pour avoir l'adhésion. Ils auraient peut-être pas fait comme ça, Mmh. mais pour rentrer dans la case, ils modifient leur projet et quand ils sont dans la case, ils peuvent plus en sortir. Mmh. Ils peuvent plus en Absolument. sortir. Et donc, on est allé trop loin dans cette expertise où, alors, pour le coup, c'est du contrôle, c'est du. Voilà. Et je discute avec le président de région là-dessus en disant, mais est-ce qu'on ne devrait pas changer de paradigme? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas dire clairement que voilà la politique de la région Bretagne? Par exemple, je vais prendre l'exemple le plus simple, c'est nous avons un projet politique sur les langues de Bretagne, le gallo et le breton. Vous, collectivités, vous, communes, vous, départements, qu'est-ce que vous proposez de faire? Et à ce moment-là, nous accompagnons. C'est-à-dire que pour le coup, c'est une dynamique. Mmh. On peut faire la même chose sur les questions de logement, en disant, voilà, on a un problème de logement. Nous, on peut travailler sur une partie de notre compétence avec l'établissement public foncier, etc. Vous, communes, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous comptez faire, etc. Et à ce moment-là, on augmente les dynamiques. Aujourd'hui, on fait pas ça. Mmh. C'est-à-dire les communes arrivent, les communautés de communes arrivent et disent, alors dis-moi, alors quel est votre projet? Ah ben, on a ça, on a ça. Ah oui, mais est-ce que ça rentre? Alors est-ce que c'est en centralité? Est-ce que c'est en, enfin bref, on leur pose des tas de questions, on leur amène sur la table l'éco-socio-conditionnalité, un instrument de torture, moi je trouve, qui est très vexant pour les élus, quoi. Est-ce que vous avez pensé l'aspect Ouais. écolo de votre projet, quoi? Où est-ce qu'elle est la piste cyclable? Est-ce que vous avez pensé à des écomatériaux? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et donc, on infantilise et au final, on est peut-être aussi jacobin que l'État. Ouais. Et donc il faut qu'on revisite ça Mmh. et que l'on
multiplie les synergies sur des sujets que l'on aura identifiés comme les plus importants pour la Bretagne. Est-ce que tu penses que la région est en mesure ou est en capacité de ne pas avoir peur de perdre, d'une certaine manière, le pouvoir qu'elle pourrait acquérir de l'État en allant vers une nouvelle voie de décentralisation et en Mm. répercutant de manière plus finement le pouvoir de décision ou d'orientation au plus près des territoires encore? Oui, ça va dépendre des sujets, quoi. C'est-à-dire que moi, je trouve que, par exemple, à partir du moment où il y a eu un débat politique dans lequel, en plus, une unanimité à part le Front National sur les langues de Bretagne, Ouais. il n'est pas anormal que le président de région dise, ben, nous avons décidé de ça, nous, et vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Donc, Mmh. moi, ben, et donc là, pour le coup, il y a des propositions qui arrivent. C'est les propositions qui arrivent des territoires. Mmh. Mais pour rentrer dans une logique, on peut avoir tous les sujets sur les questions de l'eau, et là, pour le coup, on discute des mêmes choses. Vous voyez? Est-ce que là, c'est un peu, ben, chaque commune présente son projet, qui d'ailleurs est tout à fait intéressant, et cetera, et cetera. Ça rentre dans la case ou ça ne rentre pas, mais ça crée pas une dynamique, Mmh. bretonne. Vous voyez ce que je veux Mmh. dire? C'est pas une dynamique, c'est des choses les unes à côté des autres. Mmh. Ouais. Et puis donc je crois on doit, revisiter nos appels à projets et tout ça, je pense qu'il faut les supprimer même. Est-ce qu'il y a des choses, hein, que, tu aurais voulu évoquer à ce micro? Des choses dont on n'a pas parlé? Non, merci, c'était très, très dense, très intéressant. Merci beaucoup. Merci Daniel et je donne, rendez-vous, aux auditeurs qui nous écoutent, d'ailleurs si ça t'intéresse, parce que le 15 juillet prochain, Mmh. on a invité le professeur Jean-Yves Gauvrit, donc le président de la CME, du CHU de Rennes, pour parler de l'hôpital public. Un vaste sujet. Bah oui, qui est un problème de santé important en Bretagne. Mmh. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.